Bah écoute, merci Lucie, et je suis à toi, dis-moi. Alors, déjà, moi, je suis en licence de maths et je suis très intéressée par tout ce qui est l'analyse de données dans l'univers sportif. Hmm. Donc, c'est encore assez nouveau. Je suis sur Angers et Ouais, les data science avec une mineure santé. Donc, pour vraiment s'orienter là-dedans, c'est nouveau. Je crois que ça fait 1 ou 2 ans que c'est sorti à Angers. ok, Donc, voilà. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui font ce métier. Et donc, j'ai trouvé toi et ton profil Insta de fil en aiguille qui se rapproche de ça. Donc, j'ai plein de questions pour toi et voilà. C'est pour ça. super. Bah c'est parti. Et Je ben alors, t'écoute. ouais, je laisse te présenter déjà de manière brève, concise. S'il Ouais, te ça plaît. marche. Bah écoute, Sean, je suis préparateur physique depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé avec du coaching privé, coaching de groupe quand j'étais au Canada. Et suite à notre déménagement ici en Suisse, il y a 6 ans maintenant, j'ai commencé à m'investir dans la prépa physique pour les sports co, notamment pour le rugby, au niveau local et au niveau national ici en Suisse. Et après, je suis assez rapidement parti sur tout ce qui est profilage physiologique, notamment côté CrossFit, mais pas seulement, vraiment, en gros, tout ce qui est profilage côté endurance. Donc, Ok. j'évalue des crossfitters, j'évalue des combattants, j'évalue des cyclistes, des coureurs, des triathlètes, des gens qui veulent juste se remettre en forme. Et en gros, pour ça, donc, j'utilise pas mal d'outils aujourd'hui, notamment que ce soit le lactate, que ce soit l'oxymétrie musculaire, donc les Moxy Monitor, la ventilation et la consommation d'oxygène avec le VO2 Master. J'ai rajouté récemment un élément au niveau test respiratoire en amont de mes tests. Avant, je faisais juste un test de spirométrie expiratoire. Maintenant, j'ai aussi le K5 de chez Power Breathe et donc je fais aussi la force inspiratoire, force du diaphragme, le S-index, tout ça. J'utilise le Stride depuis un petit moment pour la puissance et la cadence en course à pied. Et je cherche toujours à ajouter de nouvelles données avec comme objectif toujours d'avoir un test qui soit déjà simple à mettre en place, parce que bon, moi j'ai tous les outils, mais le test il peut être fait sans autant de complexité. Forcément, capteur cardiaque, j'utilise beaucoup le RPE aussi, le Ouais. ressenti il est très très important à mon avis, et Mm. souvent on le laisse en dehors de ce genre de test un peu plus axé physiologie. Mais à mon avis, un des grands intérêts, c'est de faire le lien entre les deux, c'est de mesurer la physiologie et Ouais. de faire le lien pour la personne avec leur perception parce que, et leur sensation, parce qu'à l'entraînement, tu n'auras que ça en fait. Tu auras tes sensations et Ouais. tu n'auras pas toutes les datas tout le temps devant Ouais. toi. Donc c'est bien de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai développé, alors c'est pas mon protocole, c'est je dirais le protocole auquel j'ai adhéré depuis presque le début au niveau de ces évaluations cardio, on pourra en parler un petit peu plus si tu veux au niveau du Mm. format, etc. Et bah, j'ai développé au fur et à mesure des tables Google Sheets que j'utilise pour m'aider à interpréter les données. Notamment, bah, Ouais. je fais un copier-coller des CSV bruts de toutes les datas que je collecte. Et ensuite, j'ai mes différents paramètres qui sont extraits selon ce que j'essaie d'analyser, avec comme objectif de donner un rapport qui soit clair, donc qui soit lisible. Donc, pas une table Excel, mais vraiment Ouais. des données qui soient utilisables pour les personnes qui font le test et qui donnent des points de repère par rapport à différentes intensités d'entraînement qu'il faut favoriser selon leur profil, selon leurs besoins, selon leurs objectifs, à quelles intensités ils doivent s'entraîner pour développer différentes qualités. Et tout ça donne un Ouais. point de repère aussi dans le temps pour pouvoir réévaluer par la suite et comparer les données et l'évolution donc de la performance. Oui, en fait, tu te bases beaucoup sur ce que la personne, en gros, sait déjà faire pour développer d'autres points de ce qu'ils savent déjà faire et tout ça. Ouais, en gros, donc par exemple, pour un crossfitter, je vais faire le test sur un vélo typiquement, ou alors en course à pied. Ouais. Donc ils courent déjà et ils font déjà du vélo. Mais l'idée, c'est de leur donner des points de repère un peu plus clairs par rapport à leurs intensités individuelles et qu'ils puissent ensuite les utiliser Ok. pour s'entraîner avec. Et typiquement, oui, je fais plutôt les tests sur des modalités qui sont déjà bien maîtrisées parce que, par exemple, si je prends le rameur indoor, alors, si je prends quelqu'un qui fait de l'aviron, Mm. par exemple cet après-midi, je teste un gars qui fait de l'aviron et donc je vais le tester sur le rameur indoor, ça passe bien parce qu'il rame déjà bien. Mais quelqu'un qui débute sur le rameur, il y a une telle composante technique que ça vaut pas vraiment la peine de faire un test physiologique Ouais. si tu sais pas encore bouger avec l'outil. Ouais. Donc, c'est pour ça que typiquement, je fais plutôt les tests course à pied et ou vélo parce que c'est les plus simples, ça donne une base et à partir de là, on peut voilà, développer le travail sur ces modalités-là. Ouais.
Ok. Et du coup, officiellement, ton métier, c'est quoi? C'est du coup préparateur physique? Ouais, Quand tu le préparateur physique. présentes, ouais, c'est ça, c'est ton vrai métier. Ok. Ouais, ouais, préparateur physique et donc j'accompagne des sportifs, je crée des programmations, je fais de la consultation aussi autour de la santé et de la performance. Mais ouais, si je devais me donner un titre, je dirais préparateur physique. Ouais. Ok. Et du coup, bah alors, comment t'es arrivé là-dedans? Typiquement scolairement parlant, comment t'es arrivé dans ça? Ouais, bah, pas du tout par le biais scolaire ni académique, parce que, alors pas parce que j'aime pas ça, simplement parce que la vie l'a voulu autrement. Mais pour ce qui est plus concrètement des tests, des évaluations, de toutes ces datas dont je parle là, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser il y a à peu près 4 ans de ça maintenant. Et c'était plus par curiosité qu'autre chose, parce que je m'intéressais à l'endurance, je pensais comprendre le fonctionnement des filières énergétiques, et je suis tombé sur une formation d'un gars qui s'appelle Evan Pycon, et j'ai réalisé que je comprenais 3 fois rien en fait à l'endurance, et que j'avais beaucoup de boulot à faire pour me mettre à jour. Et donc je me suis plongé dedans, et j'ai dévoré tous les bouquins que je pouvais trouver, tous les podcasts que je pouvais trouver, toutes les présentations YouTube Ok. que je pouvais trouver, toutes les études que je pouvais trouver, pour essayer de comprendre, et de fil en aiguille, j'ai acquis quelques outils pour commencer. Je crois que le Moxy, c'est le premier outil on va dire, de mesure physiologique que j'avais acheté. Ok. Donc j'avais un cardiofréquence-mètre et un Moxy et j'avais commencé comme ça à essayer de m'intéresser, à comprendre comment ça fonctionnait, à quoi ça servait, comment on pouvait l'utiliser concrètement. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé. Donc vraiment la curiosité. Et après, j'ai développé tout ça en autodidacte. Alors forcément avec plein de gens autour de moi qui m'ont aidé au fil des années, des experts, des coachs, des physiologistes, des chercheurs, des athlètes aussi. Donc j'essaie vraiment d'apprendre de tout le monde là-dedans, mais j'ai pas de formation académique dans le domaine. Je me suis vraiment formé sur le tard, on va dire. Et du coup, tu as commencé par curiosité, mais pour te former toi et évoluer toi, ou tu avais déjà le but de vouloir et vous faire évoluer les autres? Non, c'était d'abord pour moi. C'était d'abord de la curiosité et après, il s'est avéré que les gens ont trouvé ça utile et j'en ai fait une part enfin, c'était une corde que j'ai rajoutée à mon arc en tant que préparateur physique. Mais le but, c'était pas de se dire, ah, je vais développer ça pour ensuite vendre ses services, etc. C'était vraiment pour Mm. moi au début par curiosité. Et forcément, j'ai testé sur d'autres personnes aussi pour essayer de voir, de comprendre. Et j'y ai pris goût et pour l'instant, j'y ai toujours goût. Donc, je continue. Et bah, tant mieux. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais les défauts et les qualités à voir? Du coup, bah, le métier que moi je me rapproche, c'est du coup data analyst dans l'univers sportif. Ouais. Et du coup, quels sont les défauts, les qualités que tu penses qui sont nécessaires et justement à proscrire pour ce métier, Alors, pour les ce métier? qualités qu'il faut, je pense qu'il faut avoir une très bonne compréhension des mathématiques et des statistiques. Je pense que c'est surtout sur tout ce qui est Ouais. data science, notamment quand tu travailles par exemple avec des clubs de sport collectif où tu as beaucoup de data, tu as tous les GPS, tu as toutes les données de vitesse, tout le wellness, toutes ces choses-là à gérer. Il faut être à l'aise forcément avec beaucoup de data, il faut comprendre les chiffres. Après, tu as parlé de défauts. Je ne sais pas s'il y a des défauts qu'il faut avoir pour être bon dans ce métier. C'est un défaut Euh, qu'il faut pas avoir justement. ouais. Ah, alors, je sais pas si c'est un défaut à ne pas avoir, mais avec les quelques années d'expérience que j'ai dans ce domaine, je dirais que une chose à laquelle il faut faire attention, euh, c'est savoir qu'est-ce que veulent dire les données. Parce que typiquement, pour prendre un exemple, il semblerait que même dans les plus grands championnats de foot européens, les clubs, ils s'attardent encore à dire, ah ouais, nous on a couru plus ce week-end que vous, donc on était meilleur que vous. Donc en gros, ils prennent le kilométrage total des Ouais. joueurs sur le match et ils utilisent ça comme barème de performance. Alors que si tu as couru derrière le ballon et que tu l'as pas touché toute la partie, ça fait pas de toi une meilleure équipe, à mon avis. Oui. Et alors, c'est un exemple qui est Ouais. très, 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 très simple, mais je pense que ça reflète bien le propos. Il faut vraiment savoir ce que veulent dire les données. Juste parce que tu as couru plus, ça ne veut pas dire que tu es meilleur sur le terrain. Et je pense que Ouais, la bonne interprétation des données, quoi. c'est ça, c'est la contextualisation. C'est contextualiser les informations que tu mesures ou les informations que tu traites et savoir lesquelles sont vraiment importantes. Parce que c'est aussi un des désavantages d'avoir autant de données, c'est que tu sais pas quoi faire avec. Donc,
ce que tu mesures, il faut savoir Mm. pourquoi tu le mesures et il faut savoir comment tu l'appliques concrètement. Et typiquement, je pense que les meilleurs data scientists, ils ont un pied côté statistique, data, etc. Et ils ont un autre pied qui est vraiment sur le terrain. Ou alors, au grand minimum, qui est très très proche des préparateurs Mm. physiques, des kinés et des coachs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque souvent, ou qui peut manquer, pas souvent, parce que après, j'ai pas assez de points de référence pour dire si c'est la majorité ou pas. Mais je dirais que il, il peut arriver qu'il y ait une déconnexion justement entre le traitement des datas, ce qu'elles veulent dire, et ensuite, qu'est-ce qu'on va, celles qu'on va utiliser vraiment sur le terrain. Donc oui, faut faire des jolis graphiques, faut faire des jolis rapports, des jolis rendus, mais après, tu fais quoi avec ces informations? Et si tu as passé une matinée ou une journée Voilà, à ouais. faire un rapport et ils vont te dire, oh bravo, c'est des jolis graphiques, et que derrière, ils vont mettre le papier à la poubelle ou alors il va rester sur la table parce qu'au final, ça leur sert à rien, bah, faut se poser la question de, est-ce qu'il y a d'autres traitements de données que je pourrais faire qui seraient utiles et qui Ouais, pourraient informer ensuite la prise de décision à l'entraînement, après les matchs, etc. Je pense que c'est là où, à l'heure actuelle, il y a encore mm, pas mal de travail à faire. Après, voilà, certains le font très très bien, d'autres le font moins bien. Donc, ça va dépendre aussi du club avec lequel tu travailles, ça va dépendre de la culture et de la politique du club également, de comment eux ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils veulent voir de ce point de vue-là. ouais, Mais je pense que si tu peux, en tant que data scientist, te rapprocher au maximum du terrain et des coachs et des gens qui vont utiliser les informations que tu traites, je pense que c'est comme ça que tu peux avoir le meilleur impact mm, et être très très à l'écoute aussi de ce que eux veulent voir. Et pas juste dire ah oui, moi je traite ces datas comme ça parce ouais. qu'un tel a dit qu'il fallait le faire comme ça. Ouais, on en revient à juste savoir réfléchir de manière critique, prendre tes propres décisions et faire les choses qui ont du sens Ouais. par rapport au contexte dans lequel tu te trouves. Mm. Ouais, ça, ouais. Enfin, avoir du sens, ouais, mettre le bon contexte pour analyser correctement ce qu'on analyse, quoi. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce que tu me dirais qui est le plus plaisant? Donc ça rejoint peut-être un petit peu, mais qu'est-ce qui est le plus plaisant et le moins plaisant? Est-ce que, par exemple, peut-être que l'analyse pure, c'est pas spécialement plaisant, mais c'est nécessaire? Comment tu perçois la chose, surtout dans le profilage du coup physiologique que j'ai pu voir sur ta chaîne YouTube? Le plus plaisant, je dirais que c'est vraiment la communication avec le sportif ou avec l'athlète et savoir utiliser ou extraire de cette masse d'informations les deux, trois points importants qui vont leur servir vraiment et qui vont avoir un impact positif dans leur pratique sportive. Pour moi, c'est ça le plus intéressant, le plus enrichissant pour eux aussi. Et c'est les retours que j'ai. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, faire ce lien avec le terrain et savoir Ouais, sortir ouais, de la masse de data et juste dire, là, il y a deux, trois points importants et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et donc là, forcément, pour décider ou hiérarchiser les résultats et décider desquels sont les plus importants, il faut avoir cette compréhension du terrain quand même et de l'implication de ces ouais. données et de ce qu'elles vont vouloir dire. Donc ça, je pense que c'est le plus intéressant à mon avis, le plus impactant aussi. Après, l'aspect traitement de données, alors ça dépend, il y en a qui adorent. Moi, je dirais que j'adore les tables Excel, beaucoup plus que la majorité des gens, mais moins que certains. Si je devais passer ma journée devant un ordi avec des tables Excel, là, il y a un moment donné, je sers. Alors que Ouais. d'autres, ils adorent ça et ils feraient ça à H24 et ils seraient contents. Donc, je pense que ça va pas mal dépendre de la personnalité de la personne en question aussi. Mhm. Et ça peut varier, mais ouais, je dirais vraiment, je reviens à ça, pour avoir le meilleur des deux mondes, il faut être quelque part entre les deux et savoir faire le lien, Ouais. savoir passer du temps dans les nuages de données et ensuite savoir en sortir et extraire l'information, les deux, trois informations qui vont avoir un impact positif. Ouais, faut être polyvalent. C'est ça. Et du coup, la partie qui te plaiserait le moins, ça serait du coup toute la partie vraiment pure, analyse pure des données. Je sais pas si c'est celle qui me plairait le moins. Moi, personnellement, c'est la répétitivité d'une tâche qui me lasse assez rapidement. Donc, moi, Ok. je fais des profilages individuels, donc je les fais une fois pour chaque personne. Là, à l'heure actuelle, le traitement de données, ça me prend, je pense, entre 10 et 15 minutes, grand maximum, parce que j'ai encore une fois automatisé la grande majorité des choses. Euh, donc, je pense que tu peux, et surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui, que ce soit avec l'IA, que ce soit avec du Python, etc., tu peux protocoler, systématiser ces choses-là et faire Mm. en sorte que ça te prenne moins de temps et que la première fois que tu le fais, ça va te prendre plus de temps, mais une fois que tu l'as systématisé,
ouais, Ça va t'économiser du temps. Donc au final, honnêtement, et ça peut-être je le rajouterai dans la colonne aspect enrichissant, c'est que tu vas apprendre de nouvelles manières de voir les datas, tu vas développer ouais, des compétences adjacentes qui vont te permettre de mieux traiter les données, de gagner du temps, d'être plus efficace. Donc ça, je dirais que c'est plutôt sur l'aspect positif. Mais après, mm, ouais, je pense s'il y a l'aspect qui serait le moins chouette, je dirais que c'est que si tu n'as aucune flexibilité dans ce que toi, tu peux apporter comme feedback, que ce soit dans la prise de mesure en elle-même ou le développement des processus qui vont suivre l'interprétation des données. Donc, à mon sens, dans une organisation sportive, alors dans un monde idéal ou dans une organisation sportive idéale, chaque personne va avoir son rôle à jouer, mais va aussi avoir un rôle dans toutes les disciplines adjacentes. Alors, c'est un rôle qui sera moins important. Ce que je veux dire par là, c'est, voilà, par exemple, tu quantifies les datas GPS. Et là, ils ouais, t'ont donné des GPS qui ont 1 Hertz. Donc, tu as un point de mesure par seconde. Bah, ça ne va pas être suffisant pour voir les accels, les décélérations. ouais, Donc, tu vas demander, ouais, il nous faudrait des GPS qui ont une résolution de mesure qui soit plus importante parce qu'il faut qu'on puisse mesurer ces différentes choses-là. Et si tu te confrontes à un mur et que tu peux pas implémenter ces changements ou que le club peut pas implémenter mm, ces changements, bah toi, en fait, tu te retrouves bridé et coincé et tu peux pas faire ton ouais, travail correctement. Donc, ça, je pense que ça peut être une chose qui serait, en guillemets, négative, c'est s'il n'y a pas assez de communication avec les autres personnes en dessus, upstream ou downstream, de là où toi, tu te situes, et qui t'empêcherait en fait de développer un processus qui soit plus holistique, qui soit plus compréhensif, qui soit plus cohérent aussi, selon ce que vous essayez de faire. mm, Moi, j'ai la chance aujourd'hui de juste travailler avec moi, je dépends de personne. Donc, c'est moi qui prends les données, c'est moi qui extrais les données, c'est moi qui traite les données, c'est moi qui interprète les données. mm, Donc l'avantage, c'est que si je veux changer un truc dans le processus, je le change. Là, ce matin, j'avais un test course à pied et j'ai commencé à ajouter ou à extraire d'autres points de données, notamment l'amplitude cardiaque sur le départ d'un intervalle, que ce soit en BPM ou en pourcent au niveau de la fréquence cardiaque, ou alors la dérive aussi entre la minute 1 et la minute 4 de chaque palier. En BPM et en pourcent. Et ça, c'est des points de données que j'avais pas avant. Enfin, qui sont mesurés, mais que je n'avais pas extrait des datas. Et là, je les ai rajoutés parce que je vois ça suivant une conversation avec mon collègue et copain et ami, je dirais même Cyril Ricky, qui lui est performance scientist avec certains des meilleurs coureurs cyclistes du monde et triathlètes du monde, qui m'aide beaucoup justement dans ce développement-là, c'est que c'est jamais fini en fait. Et ça c'est un aspect que j'adore, moi, c'est que ouais, tu peux toujours continuer à évoluer dans ta manière de faire les choses que oui, à des moments, tu vas, on va dire, arrêter d'évoluer et tu vas te reposer un peu sur ce que tu as déjà développé et tu vas essayer de l'améliorer, de l'optimiser. Mais il y a toujours des étapes de croissance, il y a toujours des opportunités de mesurer d'autres choses. Des fois, tu vas mesurer d'autres données et il faut avoir le courage et je dirais l'honnêteté aussi des fois de dire, ah bah là, on a mesuré un truc pendant une année, on a testé, au final, on va pas s'en servir, ou au final, ça nous sert pas autant que ce qu'on pensait. Un exemple très concret, j'ai mesuré pendant un temps la, la variabilité cardiaque durant l'effort, parce que ça se fait typiquement le matin au lever pour voir l'état de ton système nerveux, mais ça peut se faire à l'effort également. Et il y a des mesures que tu peux extraire de cette variabilité cardiaque, notamment le DFA alpha 1 qui ouais, montrait qui semblait être assez prometteur, notamment vis-à-vis de l'évaluation des seuils via la ventilation, et alors non, pardon, via la fréquence cardiaque et la variabilité cardiaque. Mais la raison pour laquelle j'ai dit ventilation, c'est que en fait, ta variabilité cardiaque, elle est intimement liée à ta ventilation. Donc, si je ralentis ma respiration, forcément, mon HRV, il va monter. Et si j'accélère ma respiration, forcément, mon HRV, il va descendre. Et donc, durant l'effort, on ne pouvait pas contrôler, en fait, pour ce paramètre de ventilation, ce qui fait que je peux directement influencer mon signal de DFA alpha 1 juste en changeant ma respiration. ouais, Donc, malgré le fait que j'ai mesuré ça pendant une année, je me suis rendu compte que, ah ben non, la respiration, en fait, elle influe trop, ce qui fait on peut pas départager les deux. Et au final, je peux pas me baser ou je peux pas faire une interprétation cohérente du DFA alpha 1 sans considérer le fait que si je manipule ma respiration, bah, je vais ouais, directement impacter le signal. Donc ça, c'est quelque chose que je mesurais, que je mesure plus. Je suis pas fermé à l'idée de le remesurer un jour s'il y a d'autres choses qui émergent, mais pour l'instant, de ce que moi j'ai testé, eh ben, je l'utilise pas. Donc, mm, je pense que ça, c'est quelque chose.
il faut être prêt à faire aussi, c'est mettre l'ego de côté et dire, ben là, je pensais que, mais j'avais tort, et donc j'évolue. Ouais. Mais donc voilà, je dirais il y a plus de points positifs que négatifs, tant que tu es dans un environnement où tu peux constamment évoluer et où tu peux avoir une influence positive sur la prise de données, la réflexion derrière ensuite de ce que tu fais avec aussi. Oui, en fait, c'est un métier que comme il est en constante évolution, on a toujours besoin de voir ce qui se fait, d'évoluer avec ça et on peut pas rester sur ce qu'on a fait avant, quoi. C'est ça, quoi. Il y a ça, Et comme tu as dit, c'est un métier qui est jeune encore et il y a encore plein de choses mm, à faire. On se rendra peut-être compte dans quelques années qu'il y a certaines datas qu'on collecte aujourd'hui et sur lesquelles on se base, ben, on aurait mieux fait de faire autre chose. ouais, Mais oui, je pense qu'il faut avoir cet esprit de croissance et toujours être prêt à changer ou à évoluer en tout cas. Et vraiment ne pas s'enfermer dans «Ah, mais eux, ils ont fait comme ça, donc nous, on fait comme ça». mm, C'est vraiment réfléchir pourquoi tu le fais et quelles sont les bases logiques et rationnelles sur lesquelles tu fondes ta réflexion pour ensuite que ça ait du sens comme on l'a dit au départ. ok. Et du coup, là, tu parlais tout à l'heure de ce matin, tu as fait un test sur un coureur, il me semble. Hmm. Du coup, ce serait quoi pour toi une journée type avec l'analyse de données, tout ça? Qu'est-ce que tu fais majoritairement dans la journée, quoi? Alors, à l'heure actuelle, ça varie grandement selon le moment de l'année. Il y a des moments où je fais une semaine complète de tests, où je fais 3 4 tests par jour, tous les jours, pendant 5 jours. Et ben, dans ce cas-là, tu es au four et au moulin, t'arrêtes pas. Et tu fais la prise de données, tu fais le traitement, tu fais l'interprétation, tu donnes le rapport, etc. Donc c'est des semaines qui sont bien chargées, c'est des bonnes semaines de travail et c'est vraiment cool de voir la variété de données qu'on peut collecter, les différents profils des différents sportifs, voir comment leur profil va évoluer avec l'intensité selon ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait à l'entraînement, selon là où ils sont forts, là où ils sont moins forts. Mais donc une journée type, je dirais, si je suis en mode full testing, c'est typiquement 4, peut-être maximum 5 tests dans la journée. À savoir que là, je fais des créneaux de 2 heures parce que le Ok. test en lui-même, le test par palier, il dure entre 45 et 50 minutes. La mise en place, les tests respiratoires en amont, ça dure une trentaine de minutes et après, ça me donne un petit peu de temps pour faire un cool down, faire le traitement des données en général et faire un petit débrief à la fin. Donc typiquement, voilà, sur une journée complète, on va être à 4 tests, peut-être 5 sur les gros jours. Et en gros, tu fais que ça, quoi. Après, c'est dans mon contexte, je sais que par exemple, si tu es data analyst dans un club de foot ou un club de rugby, ce sera assez différent. Tu vas certainement passer beaucoup moins de temps sur le terrain, ou comme moi je le suis pour mes tests, Mm. parce que c'est moi qui fais les tests, c'est moi qui prends les mesures, etc. Et tu vas potentiellement passer beaucoup plus de temps derrière l'ordi avec beaucoup plus de données à traiter du coup, parce que tu as 20, 30, 40, 50 joueurs. Et donc ça fait d'autant plus de données à gérer. Mais encore une fois, je pense être systématique avec ton approche, mettre en place des systèmes pour que ça te prenne moins de temps. euh, Pas toujours aller sur le terrain et voir ce qui se passe et voir comment tes données sont collectées aussi. Parce que des fois, tu vois des chiffres sur l'écran, tu te dis, ouais, ça veut dire ça, mais en fait, tu te rends pas compte de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc, je pense que même si dans ton métier de data scientist, t'es pas, tu n'as pas besoin d'être sur le terrain et de voir l'entraînement ou de voir le match, je pense que c'est important quand même d'avoir ce pied dans le pratique pour faire le lien avec les datas que tu collectes, quoi. Donc, je dirais, si je suis en mode full testing, c'est ça un peu mon quotidien. Mais à l'heure actuelle, par exemple, je ne fais pas énormément de tests. J'en fais peut-être entre 4 et 6 par mois à l'heure actuelle. Mais comme je t'ai dit, il y a des fois où j'en fais 4 à 6 par jour. Donc ça dépend vraiment des périodes. Ok. Ouais. Ok. Et quand tu parles des tests, tu parles du coup d'un profilage physiologique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce que c'est un profilage physiologique et à quoi ça sert? Enfin, ouais, de quel type de données, tu m'en as parlé un petit peu, mais surtout à quoi ça sert concrètement dans la vie du sportif, lui, dans son quotidien, quoi. Ouais. Donc le profilage physiologique qui vise à évaluer le profil, on va dire, énergétique ou physiologique d'endurance du sportif. Et Ok. l'idée, c'est de balayer le spectre d'intensité, donc passer de basse à moyenne à haute intensité, avec des paliers progressifs et de mesurer différents paramètres physiologiques à chaque étape, à chaque palier. Comme je disais au début, aujourd'hui, j'utilise un protocole que j'appelle le protocole 41, simplement parce qu'il y a 4 minutes de travail et 1 minute de repos pour chaque palier.
Et on va monter soit de quelques watts, soit d'un kilomètre heure par exemple sur la course à pied. Les intervalles exacts et les intensités de chaque intervalle sont calibrées par rapport à la capacité de la personne. Donc là, par exemple, ce matin, Ok, j'avais un sportif qui est coureur, qui a un seuil 1 aux alentours des 12 km/h, un seuil 2 aux alentours des 14 km/h. Donc on a commencé le test à 10 et on a fait des paliers de 0,7 km/h. Ça fait qu'on a couvert ok, son spectre d'intensité dans sa totalité, en commençant assez bas et en allant jusqu'à la haute intensité sur une dizaine de paliers en moyenne. Donc voilà, chaque test est calibré de manière individuelle et après les incréments par palier vont varier. Donc pour cette personne-là, c'était 10 plus 0,7. Pour une autre, c'est peut-être 7 km/h au départ plus ouais, 0,6. Sur le vélo, je teste des gens où j'ai fait des 50 watts plus 10, et alors que d'autres, j'ai fait ouais, des 150 watts plus 25. Donc ça peut vraiment varier ouais, selon ok. le niveau de la personne. Et en gros, donc 4 minutes de travail, 1 minute de repos, travail Mhm. constant. Et je vais mesurer donc alors, la fréquence cardiaque en continu, Ok, ouais. avec certains paramètres, comme je te l'ai dit juste avant, que j'ai rajouté récemment, mais des choses simples comme la moyenne sur la dernière minute de chaque palier, ça c'est mon point de référence pour l'intensité en question. Le nombre de battements qu'ils ont récupérés dans la minute de repos. Donc ça me Mhm. permet de voir à quelle vitesse la fréquence cardiaque redescend. Donc ça c'est sur la FC. Après j'ai les MOXY qui vont être donc des outils de mesure d'oxymétrie musculaire et qui nous donnent l'équilibre Mhm. entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Ça, j'en mets sur le vélo, je mets vaste externe gauche, vaste externe droite et biceps, parce que ça nous donne Mhm. deux muscles impliqués au niveau des quadrilles et un muscle non impliqué au niveau du haut du corps. Sur la course à pied, je mets au niveau du grand droit, au niveau de l'ischio, sur la même jambe et au niveau de l'avant-bras. C'est pas moi qui Mhm. l'ai décidé, on va dire, c'est les normes qui ont été développées via les différents consensus scientifiques, on va dire, qui ont émergé ces dernières années. C'est ce qui semble le plus pertinent Ok, aussi au niveau des muscles moteurs impliqués dans la course à pied d'un côté et dans le vélo de l'autre. Donc ça, c'est mesuré en continu aussi. Je crois que c'est 2 Hertz pour ces datas-là. Ensuite, j'ai donc les prises de lactate que je fais une au repos et ensuite à la fin de chaque palier de 4 minutes pour voir la tendance. Et c'est vraiment le lactate et l'hémoxy qui me permettent de faire l'interprétation au niveau des seuils, donc le seuil 1 et le seuil 2, qui sont la transition entre la basse, la moyenne, et ensuite la moyenne et la haute intensité. Et je dirais, un des objectifs principaux du test, c'est de départager ces différents types d'intensité, en sachant que on appelle ça des domaines d'intensité, et ils vont avoir des réponses physiologiques distinctes. Et donc, ça nous ok, permet, sur cette base-là, de dire, voilà, pour un développement d'endurance fondamentale, il faut t'entraîner à telle intensité, à tel wattage, ou à telle allure, ou à telle vitesse. Si on veut développer ta VO2 max, il faut travailler sur tel paramètre, à telle vitesse, sur tel type d'intervalle, etc. Mhm. D'autres outils que j'utilise, donc comme je t'ai dit, le VO2 Master, qui est un analyseur métabolique portable qui mesure la ventilation, donc fréquence respiratoire, volume courant et consommation d'oxygène aussi. Mhm. Ça, c'est des mesures qui sont mesurées ou des mesures qui sont prises en continu sur tout le test. Et je prends le RPE à la fin de chaque Ouais, palier. Un RPE musculaire, un RPE respiratoire et un RPE global aussi, fatigue globale. Ça ok, permet de distinguer notamment ce qui se passe au niveau des jambes, au niveau de la respi. Souvent, quand je vois des gens qui sont limités par la respiration, ensuite on va aborder tout ce qui est entraînement respiratoire avec eux parce que c'est un facteur de progrès et de performance aussi. Donc ça va être les mesures que je fais pendant le test. Comme je t'ai dit, en course à pied, j'utilise le Stride aussi, qui est un ok, capteur de puissance qui se met sur la chaussure. J'ai commandé, j'ai pas encore reçu, je crois qu'il n'est pas encore sorti, une nouvelle ceinture. Alors c'est une ceinture de fréquence cardiaque, mais qui prend aussi la ventilation via ok, des mesures d'expansion thoracique. C'est une entreprise qui s'appelle Timeware, c'est Tymewear. Et jusqu'ici, ils avaient un t-shirt ok, qui avait en gros un capteur derrière et qui mesurait justement cette expansion au niveau du thorax et qui permettait d'avoir des mesures de fréquence respiratoire et de volume respiratoire très cohérentes, on va dire. Et là, ils ont sorti récemment une ceinture et ça, c'est quelque chose que je vais rajouter pour le coupler avec le VO2 Master et avoir ok. un autre point de données là-dessus.
Et ça, je dirais, c'est à peu près toutes les données que je mesure durant l'évaluation en elle-même. Comme j'ai dit avant, j'essaie de la calibrer pour faire en sorte qu'on fasse une dizaine de paliers au total et que la personne arrive à l'échec sur le dernier palier. Des fois, il y en a 9, des fois, il y en a 11. C'est égal à ce stade-là. Le but, c'est juste d'avoir assez de données pour interpréter en sachant que s'ils font que 3 paliers, j'ai pas assez de matos pour faire mon boulot. Si on fait 20 paliers, on y passe la journée et ça n'a pas de sens. Donc, trouver le bon compromis. Et c'est pour moi le protocole que j'utilise, les outils que j'utilise, c'est pas les meilleurs ou le seul, l'unique, etc. C'est juste le meilleur compromis entre ce que je veux mesurer et les différentes contraintes avec lesquelles on travaille. Donc ça, c'est tout pendant le test. Et avant le test, comme j'ai dit, je fais 2 tests respiratoires, un test de spirométrie. On va mesurer en français, c'est le VEMS, ce qui est le volume expiratoire maximal en 1 seconde, et également le CVF, la capacité vitale forcée. Donc ça, c'est un test expiratoire et qui va nous donner donc la, la capacité pulmonaire, si on veut bien, et la puissance expiratoire. Et ensuite, maintenant, je fais aussi un test avec le K5 qui mesure ça va mesurer le débit inspiratoire en litres par minute, ça mesure la force inspiratoire ou la pression inspiratoire qui s'appelle le S-index et qui est mesuré en centimètres de H2O. En centimètres d'eau, c'est l'unité de mesure de pression qu'ils utilisent. Et le volume également qui peut être inspiré. Et donc ça, je peux le croiser ensuite avec mes données expiratoires et voir où il y a le plus grand potentiel de progrès. Est-ce qu'il y a des choses qui limitent la personne à ce moment-là, etc. Et j'utilise également ces données respiratoires pour interpréter ensuite les données de ventilation durant le test. Donc, par exemple, si la personne a 6 litres de capacité respiratoire totale, a 5 litres de puissance expiratoire, donc dans la première seconde de chaque expiration, elle peut bouger jusqu'à 5 litres, mais que durant le test, elle ventile que 2 litres par respiration et la fréquence respiratoire est déjà à 40 respirations minutes dès le premier palier. Je sais qu'il y a du travail à faire au niveau coordination respiratoire parce qu'ils ont 5 litres de disponible. On devrait Ouais. pouvoir bouger en tout cas 4 litres 2 sur un effort dynamique pour cette personne-là avec ces valeurs-là. Donc s'ils sont qu'à 2 litres, ils utilisent que la moitié de ce qu'ils pourraient utiliser. Et là, on sait qu'on a un facteur potentiel d'amélioration juste au niveau manipulation et coordination de la respiration. Ok. Et du coup, toi, donc j'ai cru comprendre que tu t'es auto-analysé déjà tout seul. Mhm. Et est-ce que du coup, tu as pu voir des changements sur ton évolution dans le sport, peut-être du coup, notamment le CrossFit, comment tu as pu évoluer là-dessus, peut-être à l'Aerox aussi, du coup, j'ai vu que tu avais fait l'Aerox. Alors, c'est mon frère qui avait fait l'Aerox, j'étais allé Ah, l'accompagner et le soutenir. Pour moi, à l'heure actuelle, pour moi, mon sport à moi, c'est sport santé. Donc, j'essaye de rester en forme. Je fais mon renfo, je fais mon cardio et je fais mes petits tests avec mes outils parce que je peux, parce que je les ai. Donc, ça me fait des petits tests de terrain qui peuvent être intéressants. Alors, pour moi, pour l'analyse, mais surtout pour la création de contenu et pour tout ce que je fais au niveau éducatif, que ce soit pour les sportifs ou les coachs. J'ai vu forcément une évolution dans mes datas au fur et à mesure des années, mais j'ai pas aujourd'hui un rythme d'entraînement, on va dire, assez soutenu et assez régulier comme l'aurait un sportif avec des ambitions compétitives. Pour avoir un suivi longitudinal, il y a des périodes où je fais beaucoup de vélo, des périodes où je fais beaucoup moins de vélo, des périodes où je vais beaucoup marcher dehors, d'autres où je marche un peu moins. Donc ça varie pas mal au fil du temps, mais ça a été intéressant notamment, par exemple, quand il y a 3 ans en arrière, j'avais chopé le Covid à un moment donné, et ben, de faire un test lactate avant et après, c'était super intéressant pour voir l'effet sur le métabolisme en fait d'un virus comme ça. Ça, c'était super intéressant. Forcément, l'évolution des données au niveau de l'oxymétrie musculaire sur des exercices de sprint que j'ai fait il y a pas mal de temps en arrière. Ça, c'était intéressant. J'avais pu aller dans un centre sportif à Lausanne ici qui s'appelle Motion Lab et dans lequel on avait fait, ils ont une chambre hypoxique et on avait fait des sprints Wingate sur le vélo en normoxy et en hypoxie avec les Moxy. Et c'était super intéressant de voir les courbes et comment elles évoluaient en normoxy et en hypoxie sur le même type d'exercice. Donc voilà, j'utilise plutôt, je dirais, mon entraînement comme mini labo et pour tester de nouvelles choses ou pour essayer de comprendre, de mieux comprendre certaines choses. Après, l'évolution des données, j'essaye de le quantifier sur ceux et celles que j'entraîne. d'accord, ok, bah, du coup, merci déjà.
Et comment tu trouves comment tu qualifierais l'analyse de données? Par exemple, tu dirais qu'elles sont essentielles, qu'elles sont complémentaires ou inutiles. Bon, je ne pense pas que tu dises ça non plus. Mais comment tu vois ça par rapport du coup à un entraînement de sportif et du coup surtout à un sportif de haut niveau, de niveau moyen à haut, quoi. Euh, je pense qu'il faut le contextualiser et ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas nécessairement avoir la même valeur ou la même importance pour tout sportif. Parce qu'il y a énormément de leviers de performance différents qu'on peut actionner pour progresser. Et des fois, tu n'as pas besoin de données très très compliquées pour arriver à ces conclusions et à mettre en place des choses simples. Par exemple, quelqu'un peut déjà s'entraîner énormément, mais ils dorment pas, ils sont ultra stressés en dehors de leur séance de sport. Et déjà là, tu as deux leviers essentiels que tu peux actionner sans nécessairement collecter plein de data. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que si tu collectes des data là-dessus, ça va simplement euh, valider ou confirmer ce que tu pensais déjà. Et c'est très souvent ce qui se passe, moi, avec les évaluations, c'est que les données vont juste venir confirmer ce qu'on savait déjà de par leurs entraînements, de par leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins, Mm. etc. Mais ça va les chiffrer, ça va les quantifier. Pour certaines personnes, ça les aide à ensuite mettre en place les bonnes interventions pour améliorer ça. Donc, essentiel, je dirais, ça dépend vraiment de la personne. Ça dépend du moment de leur carrière ou de leur évolution sportive aussi. Pour certaines personnes, oui, ça va être essentiel. Pour d'autres, un petit peu moins. Je dirais que forcément, plus tu tends vers le haut niveau et plus tu es en recherche de performance et plus tu as un âge d'entraînement qui est avancé, donc tu as déjà fait beaucoup de travail, tu as déjà actionné plein de leviers, et plus cette analyse un peu plus poussée peut te servir et peut être pertinente. Mais je pense pas que, par exemple, je pense pas que chaque personne qui veut commencer à courir doit absolument faire un test d'effort et mesurer tout ce que j'ai cité avant. Je pense qu'on peut très bien s'entraîner. Je veux dire, il y a assez de médailles olympiques Ouais. qui ont été gagnées avec un chrono et rien d'autre, et un coach qui a un œil et un athlète qui sait s'écouter. Donc, à mon Mm. avis, alors tu me diras, oui, mais le chrono, c'est des datas. Oui, c'est des datas, mais c'est assez simple comme point de données. Donc, je pense que la Oui, oui. complexité des datas fait pas nécessairement Ouais. la valeur des datas. C'est vraiment ce que tu en fais. Et des fois, tu peux faire beaucoup avec très très peu, mais des Mm. fois, ça vaut la peine d'aller plus loin, plus dans le détail, et tu peux en retirer des éléments importants qui vont te permettre d'avancer. Ouais. Dans le but de performance niveau, enfin haut niveau. Tu as aussi des personnes juste qui aiment s'entraîner, qui ont envie d'évoluer, mais à leur niveau sans viser très haut en fait. Ouais, je crois que j'ai raté le début de ta question, ça a coupé. Tu disais, tu parlais de la différence de niveau, c'est ça, et de l'applicabilité de ces concepts selon le niveau de la personne? Oui, je te disais comment toi, enfin quel profil t'étudiais Ouais, ok. sans, enfin que les personnes que tu étudiais n'avaient pas que le haut niveau quoi. Ouais, ouais. Oui, oui. Alors, je pense que, alors, dans le contexte du test que j'effectue, que j'ai cité avant, je pense que c'est, pour moi aujourd'hui, oui, ça a forcément des connotations de performance, mais il y a aussi un aspect pédagogique du test. C'est le fait d'apprendre à se connaître et d'apprendre à Mm. comprendre comment son corps fonctionne à l'effort. Et ça, je prends cette tangente de plus en plus, surtout avec des personnes qui seraient pas athlètes professionnels ou semi-professionnels, mais qui sont intéressés. On me demande souvent, ouais, mais moi, est-ce que j'ai vraiment le niveau pour faire un test comme ça? Comme je le dis avant, chaque protocole est calibré par rapport au niveau de la personne, donc il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de prérequis. Alors oui, il faut déjà t'entraîner Mm. sur cette modalité, sinon, comme on l'a dit avant, ça sert pas à grand-chose de faire un test. Va t'entraîner quelques semaines, quelques mois, et ensuite on peut discuter. Mais il n'y a pas de prérequis de niveau pour ce genre d'évaluation parce que c'est vraiment quelque chose qui va mettre en lumière comment les choses fonctionnent. Ça va certainement confirmer certaines choses que tu savais déjà, mais de manière chiffrée, de manière un peu plus concrète ou avec une perspective complémentaire à ce que toi tu comprends déjà. Donc ça va enrichir, on va dire, ta connaissance et ta compréhension de l'effort en endurance dans le cas de ce test. Et on peut vraiment l'appliquer à tous les niveaux, ouais, que ce soit débutant, intermédiaire, avancé, élite, ça s'applique à tous les niveaux. Et après, forcément, il y aura peut-être d'autres demandes selon le niveau de la personne. Mais en général, c'est vraiment quelque chose qui, tant que ça t'intéresse, c'est quelque chose qui va être intéressant. Si ça Ouais. t'intéresse pas du tout et que tu Ouais. veux juste travailler à la sensation ou que ça t'intéresse pas d'avoir des datas, ben, peut-être que c'est pas le truc le plus intéressant pour toi.
Ok, et du coup, bah, c'est déjà ma dernière question. Donc, comment t'imagines l'évolution du sport, du coup, avec ces données et aussi avec l'évolution des données qu'il va avoir, on imagine qu'il y aura toujours plus. Donc, comment t'imagines que le sport va évoluer? Parce qu'au bout d'un moment, il y a aussi les limites physiques. C'est pas parce qu'on dit Mhm, qu'il faut améliorer ça qu'on peut toujours l'améliorer, quoi. mhm. Euh, ouais, je pense que les données, elles te disent pas quoi faire. Les données, elles te disent ce qui est, elles quantifient Mm, les efforts, l'évolution, etc. Mais elles te disent pas ce qu'il faut faire avec. Et donc pour moi, et on en revient à ce que j'ai dit tout au début, mm, là où, là où la différence, elle peut vraiment être faite, c'est l'interprétation, la hiérarchisation des informations et savoir ouais, sur quelle chose il faut actionner, sur quelle chose il faut intervenir et quels effets ça va avoir. Et ça, mais c'est un processus qui est scientifique au final parce que tu regardes les données, tu émets une hypothèse par rapport à ce que tu vois, tu appliques ensuite une certaine intervention d'entraînement et tu regardes si tu as les effets escomptés derrière. Et ça, c'est un processus qui est enrichissant s'il est mm, bien fait et s'il est bien réfléchi. Et je pense que ça va être à double tranchant dans les années à venir avec l'évolution, comme tu l'as dit, des datas, de plus en plus de data. C'est il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont être noyés par les datas. Et aujourd'hui, même déjà, on le voit, juste avec les montres mm, connectées, des gens qui disent, ouais, mais moi, j'étais pas dans ma zone 2 cardiaque que mm, ma montre, elle m'a dit. Ouais, Whoop, il m'a dit que mon entraînement, c'était de la merde aujourd'hui, que ça a servi à rien. mm, Euh, Ça, c'est déjà un problème, juste avec une montre connectée. Et je pense mm, que plus il y a de data et plus ça va être le cas. ouais, Les gens, ils vont être perdus là-dedans parce que on n'a pas été formé pour réfléchir à ça, en tout cas. Alors, les data scientists, vous, oui, c'est votre travail, mais la majorité des gens n'ont pas été formés à ça. Et en général, ils tendent à mettre ouais, ils mettent les data sur un piédestal. C'est-à-dire que les datas sont plus importantes que leurs ressentis, les datas sont plus mm, importantes que leurs heures de sommeil. Oui, mais ma montre, elle m'a dit que j'étais en vert, donc je vais aller ouais, me mettre dans le mur. Oui, mais ma montre, elle a dit rouge, donc je vais pas m'entraîner aujourd'hui. À mon avis, ça, c'est une approche qui est problématique parce qu'elle omet complètement la part humaine et la part perceptive ou la sphère perceptive qui reste, à mon avis, mm, la plus importante. La plus importante à mm, comprendre et à maîtriser dans le processus d'entraînement parce que si on était des machines, on se soucierait peu de notre perception, mais on n'est pas des machines, on est des organismes vivants avec une perception qui est mm, unique. Notre prisme du monde, c'est ce qui fait notre réalité et on doit absolument prendre ça en compte. Donc je pense que les deux points auxquels il faut faire attention dans les années à venir, c'est ne pas se faire submerger par les datas et ne pas penser que les datas sont supérieures à notre ouais, ressenti, à nos sensations, parce que c'est vraiment pas le cas du tout. Malgré leur utilité, elles sont complémentaires, mais si on les laisse prendre la place de notre perception, on va avoir beaucoup plus de problèmes que de solutions. ouais. Ok. Et bah, du coup, bah, merci beaucoup. J'ai fini toutes mes questions pour faire mon petit dossier. Super. Tu veux que je t'envoie l'enregistrement, comme ça tu peux, si tu veux le revoir ou extraire le transcript ou quoi? Et bah ouais, si tu peux, moi ça me va. J'aimerais bien, comme ça je reprendrai ce que tu as dit pour reciter ce que tu disais. Ouais, super. Je fais Et ça. voilà, bah, merci beaucoup. Génial. Merci à toi, Lucie. C'était un plaisir. Et écoute, n'hésite pas à me contacter d'ici un an ou deux pour me dire où t'en es et comment les choses évoluent de ton côté. Bah ouais, voilà. Voilà, et bah Super. avec l'évolution, je reviendrai quand je serai. Moi j'aimerais bien, bah du coup je fais du CrossFit aussi et je prépare Ok, un Irox. Donc je regarde tout super. ça m'intéresse bien tout ça là. Ok, Voilà. parfait. Bah, Bon bah écoute, merci n'hésite pas si t'as d'autres et à bientôt. questions et bah, au plaisir de voir comment t'évolues avec tout ça. Et bah voilà, ok. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Au revoir.